Merci. Ah, mais c'est enregistré en fait. Ben oui. Ah oui, c'était bien fait. Partie 2. P2, Pichu. Bah, j'ai fait la première intro, Pichu. je te laisse Tu me laisses faire la deuxième. On se retrouve, on est encore avec Marie et Thomas, Yes. toujours au studio à Toulouse. Yeah. On est ravis de vous. Je me suis dit, bon, je sens que ça vient, je vais grossir le trait. Au secours. Bon, on est ravis, du coup, je vais. Non, mais c'est bon. Allez. Et Ça bien va. sûr, Guillaume, tu es là aussi. Ravi de te retrouver. Donc, on est là pour la partie 2 des Tout. surcotés et des sous-cotés. Avant que l'on commence, on vous rappelle plusieurs choses. La première, c'est que vous pouvez réserver un appel avec nous. On discutera de votre situation. On sera ravis de vous apporter un petit coaching. C'est gratuit. Et en plus de ça, on vous présentera nos offres d'accompagnement. Donc, c'est avec nous. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo ou du podcast. Et si vous découvrez les vidéopreneurs, qu'est-ce que c'est, Guillaume, les vidéopreneurs? Les vidéopreneurs, c'est un accompagnement. Vous avez tous cette casquette du savoir-faire. Vous savez faire des vidéos, les produire, mais c'est cette deuxième compétence peut-être qui vous manque, du faire savoir. Et nous, les vidéopreneurs, c'est exclusivement sur cette compétence-là qu'on est, de la vision, l'organisation d'un vidéaste pro d'un point de vue business, acquisition, conversion, fidélisation, et avoir un peu le meilleur système pour itérer sur tout ça. Voilà. Et pour que le plus rapidement possible, soit vous en viviez, soit s'il y en a beaucoup aussi qui rentrent et qui en vivent déjà très bien, comment on optimise, on processise, on crée des vrais systèmes. C'est là-dessus que les vidéopreneurs interviennent, pas Exactement. ailleurs, Ils ont le et c'est sous-côté. Et depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Oui, 4 ans. Sur-côté, sous-côté. Effectivement, C'était ça, juste un petit rappel, ça Ah repose oui. sur 3 piliers: l'aspect business, l'aspect mindset et l'aspect structure, gestion de son temps. Donc on a chacun travaillé des sur-côtés et des sous-côtés. Si vous voulez écouter la première partie, faites-vous plaisir, c'était il y a 2 épisodes. Et c'est à ton tour, mon cher Thomas, pour un sous ou un sur. Qu'est-ce que tu nous réserves? Ah, je sais Depuis pas. 2 semaines, tu te rappelles? Je pense que t'es un sous et moi je suis aussi sous. Ouais, je vais Bon, faire un voilà. sous-côté. Bon, sinon, on les fait. Ouais, allez. Je vais faire un sous-côté. Bon, allez, on commence facile. Dans quel caté? Gorille. Business. Ok. Sous-côté, la proposition commerciale. Ah oui. En vrai. Sous-côté Sous-côté, ouais. En vrai, on a toujours le réflexe d'envoyer un devis, ou alors le client nous demande naturellement un devis. Tiens, je veux faire une vidéo, tu peux m'envoyer un devis? Bah, en fait, non. On fait un entretien client, on comprend les besoins, on pose les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Et ce que je fais de plus en plus maintenant, c'est aussi poser la question à mon client: est-ce que tu es ouvert à ce que je te fasse une proposition commerciale? Parce que c'est l'habitude que j'ai. Moi, j'ai décelé plusieurs choses. Je pense qu'on peut travailler sur plusieurs axes. Est-ce que je peux te faire plusieurs offres? Et du coup, je te propose un visio, un second temps d'échange pour pouvoir te faire une proposition commerciale. Quand un client vous demande un devis, est-ce que vraiment ça a du sens de dire Il y a ouais, pas de zéro souci, levier, il y a je zéro. t'envoie, je suis à 500 € par jour, ah tu veux du drone? Bon bah d'accord, c'est 350 € en plus. Tu vois. Donc clairement, le devis est surcoté et la proposition commerciale, elle est Sous-cotée. clairement sous-cotée. Alors moi, Surtout je dans peux la pas vidéo. m'empêcher d'ajouter que moi j'appelle jamais ça une proposition commerciale. J'appelle ça une proposition de De collaboration. collaboration. Parce que Qui a envie d'arrêter d'écouter? Je regarde. Magique. Ah, c'est tellement méchant Je de rigole. faire ça. J'ai envie de pleurer là. Ah, c'est mon humour, j'adore. Ok. Ouais, j'adore. C'est une blague, c'est une blague. Je suis En fait, tellement je dégoûté. Je suis pas pensé en premier, une bordel. proposition de collaboration. Je parle à cette caméra. Une proposition de collaboration qui. Pourquoi? Oui. Parce que en fait, j'arrive avec un client qui est dans son expertise à lui, et moi, je vais mettre en lumière son expertise à lui. Je ne peux pas créer une vidéo de A à Z sans le consulter. Ça n'est pas une création qui part de zéro. C'est une création qui part d'une personne qui travaille avec moi, pour laquelle je travaille. Le rapport d'égal à égal, c'est qu'on collabore pour la création de cette vidéo. Genre mes clients, ils ont du travail à faire avant que je vienne, ou ils ont des choses à m'envoyer avant que je vienne. Je réfléchis aux éléments qu'ils m'envoient. J'écris, comme je le disais tout à l'heure, pour certains clients, des scripts, vraiment de la narration, mais je ne peux pas partir de rien. Il m'énerve. Non, mais t'as raison. Donc c'est proposition sous-côté. commerciale, proposition de collaboration pour moi. Ouais. C'est Oui, puis ça va de pair avec ce qu'on disait sur le premier épisode. C'est une expérience client, c'est un rapport, etc. C'est ça. C'est Donc, beaucoup plus bien cohérent sûr. avec de la vidéo en plus. C'est un devis, c'est pas très cohérent. Tu vois bien qu'il y a un problème. T'envoies un devis, 500 € la journée, une vidéo. Il y a un souci
de compréhension de en fait comment on lit tous ces trucs là, alors que la proposition commerciale c'est très axé sur un service, un bénéfice, une problématique, comment on la résout, les différentes façons, des livrables bien définis et juste un prix. Et ça, pour moi c'est tellement plus cohérent quand tu fais une proposition commerciale sur de la vidéo qu'un devis. Ouais, et puis, Même visuellement tu vois bien que c'est mieux quoi. encore une fois, quelqu'un t'appelle pour un et il te demande d'envoyer un devis. Bah non, en fait, moi j'ai l'habitude on se rencontre, etc. Ouais. Et puis tu vas aller chercher d'autres choses, tu vas déceler d'autres besoins et ça peut aller beaucoup plus loin que s'il avait comparé ton prix avec celui de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, Thomas. Moi, c'était juste un point. Moi je suis pas d'accord. Bah, en fait, il y a effectivement ce bon réflexe de ne pas dire OK quand on nous demande un devis. Et après, il y a effectivement le raisonnement de la proposition commerciale où en fait, je vais faire une petite image, c'est la proposition commerciale, c'est l'assiette, c'est la salle de restauration et le devis, c'est l'arrière-boutique, c'est la cuisine, quoi. Et en fait, on s'en fiche de savoir ce qu'il y a dans la cuisine. Tu vois, on s'en fiche de savoir comment... Il y a des rats, tout ça. Si les légumes, en fait, sont pleins de terre, ils sont pas encore nettoyés, et qu'en fait, ok, bah c'est ça, en fait, quand c'est pas encore réalisé, quoi, tu vois. Ouais. Je suis d'accord avec toi et ça m'est arrivé, je le fais plus maintenant, mais ça m'est arrivé d'envoyer un devis avec juste une ligne, c'est offre 3, le nom de l'offre et le prix. Ouais. Et en fait, évidemment, j'avais un annexe avec la proposition de l'offre et tout ça, etc. Mais je le fais plus maintenant, je détaille un petit peu plus, mais je suis pas à mettre le prix du rouleau de gaffeur, etc. etc. Ouais, moi, mes factures, elles font apparaître le nom du pack et ce qui contient. Tu vois, quand c'est un c'est ce que je fais maintenant, effectivement. C'est sur mes factures, c'est ce qui a été facturé. Mais c'est pas... Ouais. En fait, c'est ça, il y a plusieurs étapes. Il y a cette notion de contrat qui va lier deux entreprises et elles se mettre d'accord pour collaborer parce que c'est signé. Un contrat, ça peut être une proposition commerciale de collaboration ou un devis. Nous, on est plutôt effectivement team proposition commerciale de collaboration parce que ça a beaucoup plus de sens dans l'offre de service que nous proposons. Et ça doit suivre, ce qui suit, c'est une facture. Exactement. Et pourquoi pas, de votre côté, réaliser un travail qui peut ressembler à un devis parce que, encore une fois, bah, c'est les coulisses et ça vous permet de savoir exactement combien vous devez facturer sur le travail que ça vous prend. Mais c'est personnel, c'est de votre côté. Ça ne doit pas être partagé en fait avec un client. Et tu vois, on parle de proposition commerciale, proposition de collaboration avec plusieurs offres, mais même quand la personne me dit non, moi je ne veux qu'une vidéo. Le reste, j'en ai pas besoin. Et en fait, je t'avoue, ça va être la première fois qu'on va travailler ensemble. Je pense qu'on fait un premier projet et on voit après comment ça se passe, pourquoi pas. D'accord ? Ok, j'insiste pas. Bah, même là, quand je vais lui présenter ce que je vais faire, etc., ça passe par une forme de différente d'un devis. Tu vois ? Et donc, ok, j'ai cerné tes besoins, on a parlé de ça, etc. Voilà ce que je te propose, une vidéo sous telle forme. Je propose qu'on intègre dedans un peu d'interview, témoignage, du b-roll, etc. Et ça, je le fais sur plusieurs slides. Et voilà, avec un prix à la fin que je fais deviner, bien évidemment. Même si tu vends une photo, une proposition commerciale, c'est pertinent, quoi. Je veux dire, parce qu'en fait, c'est juste qu'il y en a. Le devis, ça part d'un livrable, et l'autre, ça part d'une problématique. La vidéo, ça reste une problématique, donc il vaut mieux partir de là. Bon, on est tous d'accord. Hein. C'était un très bon choix. Très bon choix, ça, on était tous d'accord. Alors moi, je vais faire quoi, un sur ou un sous-côté, vous voulez quoi ? Du coup, moi j'ai un sous. Ouais, moi c'était un sur. Tu peux faire un sur, ouais. Sur, ouais, j'en ai plein. Alors, attends, je vais t'en trouver un. Ah, j'en ai un, on va tous être d'accord. Sur côté, avoir. T'as dit quoi ? Je suis pas d'accord. Vas-y, ok, défends ce truc-là. Avoir plein d'outils. Tu sais, plus d'organisation, donc c'est dans la structure, donc avoir plein d'outils. T'as un Notion, t'as je sais pas quoi, t'as un CRM de ouf. C'est surcoté ça ? Ouais, surcoté. Ouais. T'as pas. En vrai, t'as besoin de Google. Gratuit. Mais vas-y, t'as raison, toi qui penses qu'il faut avoir plein d'outils. Non. Qu'est-ce que tu penses ? Bah, en fait, il y a le risque effectivement d'être un peu en mode bidouilleur et d'aller chercher toujours un nouvel outil, ça s'additionne et derrière ça fait usine gaz. C'est un peu le contre-exemple de ce qu'on partageait tout à l'heure dans le premier épisode où on disait en fait les outils c'est censé te faire gagner du temps et de l'énergie. Mais si tu les additionnes, effectivement ça n'a pas de sens. Nous, on a été dans une stratégie très intéressante au début, c'est qu'on a choisi de bosser sur Drive parce que ça donne pas envie de s'y éterniser, Drive, tu vois. Donc en fait, t'es straight to the point, tu cherches pas en fait à rendre le truc joli, à l'optimiser parce qu'en fait, c'est compliqué à optimiser, c'est pas vrai. Tu vois, sauf quand tu t'appelles Paul Chabot, mais après. Tu penses qu'il l'optimise aussi, Drive ? Mais t'as pas vu le truc des jeunes là ? Bah attends, mais si tu connais notre tableau. Prospection. Mais oui. Le tableau des jeunes. Non, mais laisse tomber. C'est ça que je veux dire. Le spreadsheet. Oui, d'accord, oui, ok. Mais je veux dire, dans son organisation, dans le Drive, ça reste en fait des dossiers, c'est-à-dire que tu peux pas copier-coller un dossier. Tu vois, par exemple.
Donc si tu veux, Google, si beaucoup connu, pour vous dire à quel point c'est un peu archaïque et c'est chiant, mais ça nous allait bien pour ne pas non plus tergiverser. Si tu veux copier-coller un dossier, tu télécharges ton dossier, donc il est sur ton Mac, et ensuite tu le slide and drop, tu vois. Et ouais, tu le téléverses. C'est comme ça qu'on dit au Québec. Et sur TikTok aussi. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu vois. Versus effectivement un Notion ou bien d'autres outils qui vont être beaucoup plus optimisés. Mais en fait, on n'a jamais perdu de temps sur les outils. Ouais. Jamais. En fait, moi, je me suis rendu compte que quand je testais un nouvel outil, je l'utilisais à 10% de ses capacités. Bah oui. Et que la Notion, par exemple, moi, je m'en sers de bloc-notes. Je l'ai structuré un peu, mais bêtement, je crée une page dans laquelle je mets une autre page. Et je vois, il y en a, ils utilisent le truc, c'est hyper puissant, tu vois. Mais en vrai, je comprends pas. Et souvent, c'est quelque chose qu'on répète aussi, c'est utilise l'outil qui te semble le plus adapté pour toi, celui avec lequel tu es le plus à l'aise. Ouais. Et mon CRM, aujourd'hui, c'est Google Sheet. Clairement, il n'y a pas de Apollo ou je sais pas quoi, je sais plus quel outil, je crois que j'ai perdu ce truc-là, du coup, HubSpot, voilà, c'est ça. Tout le monde part de HubSpot, mais moi, je suis pas prêt à mettre 30 balles dans un outil par mois pour optimiser mon CRM, alors qu'en vrai, je sais que je m'y retrouve dans le Google Sheet, quoi. Les outils indispensables, et pour commencer, c'est un agenda. Tu vois, c'est effectivement avoir un CRM, mais ça peut être donc un Google Doc, enfin un tableur Excel, un spreadsheet, et une to-do, quoi. Franchement, je veux dire, t'as pas besoin de plus pour commencer. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a connu ça avec Guillaume, c'est que tu mets du temps à arriver à un certain niveau où tu commences à te rendre compte que les petits détails font en fait les grands succès, et il va falloir commencer à que tout soit nickel, tu vois. Mais pour en arriver là, t'as de la marge. Il y a énormément de marge. Tu peux bricoler pendant longtemps avant de commencer à te dire ok, il me faut une Ferrari, tu vois. Et donc et parce que le CRM, pour rappel, l'intérêt d'un CRM, c'est que ce soit votre mémoire, donc il faut être en mesure de l'utiliser. Il faut avoir ce réflexe-là de l'utiliser systématiquement. Donc vous avez quelqu'un au téléphone. Enfin, moi j'ai appris à utiliser un CRM comme ça. C'est quelqu'un au téléphone, je tape en même temps. Je gagne du temps. Ou bien post-appel, post-rendez-vous client, de prendre vos notes. Et le second, c'est de pouvoir faire des suivis des actions à mener, quoi. Et d'avoir en fait de dire ok, tel prospect, je ne l'ai pas contacté depuis tel moment. J'ai une alerte, ou bien j'ai un tableau qui me permet de savoir, un code couleur qui me permet de savoir que eux, je dois les rappeler en urgence parce que ça fait plus de 3 mois. Des trucs comme ça. C'est ça un CRM, hein. Pas plus. Hein. Et après, plus tard, quand on a une grosse machine, qu'on va être en mode collaboration, qu'on va être 5-6 sur un projet, là on pourra discuter sur effectivement comment améliorer tout ça. Mais au début, pas besoin. Ouais. Vraiment pas besoin. Non, mais c'était un très bon point, ça aussi. Non, mais c'est ça, tu sais, quand tu dis un pas fait vaut mieux qu'un parfait. Non, c'est quoi, parfait, c'est pas fait. Ah oui, imparfait, c'est un pas fait. Fait vaut mieux que parfait. C'est ça. Si C'est vrai qu'il y a un moment, cette jonction de j'ai tellement de volume de clients où je suis arrivé à un tel volume de chiffre d'affaires que c'est l'inverse qui se fait. C'est plutôt il faut un truc parfait et ça vaut mieux qu'un pas fait. Mais ça, c'est un volume. Voilà, pour arriver à ce truc-là, il faut vraiment brasser. Franchement, si vous avez 50 clients par mois, sinon je vois pas. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais t'as raison, au début, tout doux. On va dire en ligne quand même, parce qu'on va éviter. Bon, les cahiers c'est cool, mais le truc c'est que c'est relou de retrouver. Ça dépend des gens. Ouais, mais en fait, ça vaut le coup quand même de dupliquer. Si tu le fais sur un cahier, de quand même dupliquer sur un truc en ligne pour facilement retrouver des trucs, tu vois. Dans des recherches, ou ça va vraiment. Là, pour le coup, ça va vraiment t'aider. Un CRM sur un Google Sheet, c'est gratuit, Google Agenda. Voilà, t'as de quoi. La page qui est systématiquement ouverte, que je regarde tout le temps, c'est mon Google Agenda. Et ça, il y a encore c'est vrai, c'est marrant, ça doit être une des applications que j'utilise le plus maintenant. Et ça me rend fou quand je vois certains vidéopreneurs ne pas encore l'utiliser. Parce que quand j'envoie des invitations, par exemple pour des coachings ou quoi, et que je vois que l'invitation n'a pas été acceptée, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise pas. Est-ce qu'il va venir? On a Lucas Tissier, qui est un de nos coachs qu'on adore et qu'on embrasse, qui n'utilise toujours pas Google Agenda. Il me rend fou. Qu'est-ce qu'il utilise? Alors lui, il a une utilisation particulière, il utilise... Apple? Non, mince. Things, je cherchais le mot. C'est une application de To-Do qui est extraordinaire, vraiment. Et lui, en fait, tu peux effectivement jumeler ton agenda, mais que passer par Things. Donc en fait,
t'as pas ce jeu des invitations et donc lui en fait ce qui guide ses semaines, c'est plus en fait les événements qu'il va mettre à la main dans son thing. Et c'est un peu particulier. Lucas, c'est un champion de Forest aussi, Oui, c'est vrai. de l'application Forest. Ça lui fait un rappel. Ça lui fait des rappels. consignes, etc. Il a les infos, mais il n'a pas un agenda sous les yeux. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est quand tu poses une date, par exemple, tu vois, Lucas, comment il va sur son Things, enfin, c'est pas le sujet du podcast, mais Oui, c'est pas ouais, c'est clair. comment tu fais? Ouais, je sais pas. C'est mon travail, j'ai un travail de fond avec Lucas pour qu'il utilise Google Agenda. Depuis 5 ans. J'en ai parlé depuis. Ah ouais, c'est terrible. Depuis 2 ans. Vas-y, dis-nous un petit sous-côté là. Moi, un sous-côté, Petit choco. c'est d'investir ailleurs que dans sa boîte. De ouf. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, en premier investissement hors entreprise, c'est investissez dans l'immobilier. Une première fois et le plus tôt possible, particulièrement si vous êtes français et que vous pouvez investir en France. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'immobilier, c'est de la pierre. Il y a des là, on est dans un lieu qui doit avoir quelques... C'est de la brique, hein, ça, c'est pas de la pierre. Ouais, c'est de la brique, mais je veux dire, ça doit avoir certaines années. On a des églises qui ont 1200, 1500 ans et qui tiennent sans problème en France. On a un marché, le marché de l'immobilier quelque part suit pas mal le marché de l'inflation. Donc en fait, vous investissez. J'ai acheté un appartement à Toulouse en 2018. Aujourd'hui, il doit en valoir, je l'ai acheté 100 000, il doit en valoir plutôt 140, 150 000. Ah ouais. Mais parce que ça a énormément augmenté Toulouse, mais parce qu'il y a une inflation, toutes les grandes villes ont augmenté finalement. Non, mais je savais pas que tu avais acheté un appartement. Et pourquoi l'immobilier? Parce qu'en fait, un premier achat, ça peut être entre 50 et 100 000 euros pour un studio ou un 2 pièces. Ça se finance quand même assez facilement en prêt immobilier auprès d'une banque. Ça ne demande pas un gros apport de base, contrairement à d'autres pays. Par exemple, au Canada ou en Belgique, il faut 20% d'apport. Donc il y a une barrière à l'entrée. Ce n'est pas nécessairement le cas en France. En France, on est plutôt sur il faut que tu payes tes mensualités. Le notaire, pardon. Ouais, pardon. Donc c'est principalement les impôts. Mais tu peux même, pourquoi pas, faire un prêt perso pour ça. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est il y a aujourd'hui des organisations professionnelles pour gérer l'activité immobilière. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le plus connu, c'est le LMNP, c'est loueur meublé non professionnel. Bon, en fait, ça ne s'indexe pas à ton revenu perso. Et donc, c'est une petite entreprise qui gère l'activité de ton immobilier. Et si tu fais des petits travaux, très facilement, tu te retrouves pendant 5, 6, parfois même 10 ans de ne pas payer d'impôts. Donc, on n'en parle pas souvent, mais il y a un paradis fiscal de l'immobilier en France qui existe. Donc, en fait, c'est quand même dommage de s'en passer, sachant que c'est pas toi qui paye le loyer, tu es un locataire. Et donc, avoir un petit investissement comme ça, tu investis 100 000, tu récupères 500 euros tous les mois, ça rembourse ton prêt, donc tu payes, tu as des petits frais peut-être à côté pour les charges de copro, des choses comme ça. Mais dans 20 ans, tu revends, ou même un petit peu plus tard pour avoir 0 impôt, tu récupères un petit pécule qui est intéressant, quoi. Quand tu disais investir dans autre chose, donc tu parlais strictement de l'immobilier ou il y avait un autre... Moi, ma reco, c'est de commencer par l'immobilier parce que c'est le plus simple. Et après, un seul bien. Après, il y a d'autres leviers qui sont intéressants. Il y a l'or, le vrai or. L'indice de l'or, il est intéressant aussi. Il y a la bourse, mais ça demande de s'y intéresser un petit peu. Le boursicotage, ouais. Et il y a aussi le Bitcoin, où moi je suis assez optimiste vis-à-vis du Bitcoin. Mais c'est peut-être pour le coup des investissements qui peuvent être un peu plus risqués, où c'est intéressant de s'y intéresser tout de même. Mais après, je ne suis pas du tout conseiller en finance, en investissement, mais moi c'est ce que je fais. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait il y a juste une réalité, c'est que on a tendance à investir sur notre boîte, et c'est très bien, mais malgré toute la sagesse, le recul, la bienveillance et l'énergie qu'on peut mettre, potentiellement dans 5 ans, ça ne marchera plus. Et donc en fait, c'est quand même dommage de réussir à ne pas mettre ses œufs toujours dans le même panier. C'est important de réussir à diversifier, et le perso est là aussi pour ça. Donc voilà, j'aime bien cette logique de... En fait, on se rend pas compte, mais une boîte, il y a plein de trucs qui sont pas pérennes, en fait, tu vois, genre... C'est très dur de te dire, bon, je prends les vidéopreneurs, est-ce que dans 20 ans, les vidéopreneurs, ça existe?
T'aurais plus tendance comme ça à dire bah je pense pas en fait, parce que mais pas parce que nous on veut arrêter, juste le marché aura tellement évolué mais c'est sûr. que les vidéopreneurs auront même plus leur place dans ce marché, ça aura évolué en autre chose, je veux dire. Mais alors qu'un bien immobilier, C'est t'arrives beaucoup mieux à te représenter, bah oui, dans 20 ans, mon appart il existe toujours. toujours là. Ouais, c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que bah, quand t'es en plus vidéaste, il peut t'arriver des 10 000 trucs qui font que ta boîte, du jour au lendemain, elle s'arrête. Hein. Tu t'as un accident, t'as ci, t'as là, t'as machin, voilà. Et si jamais t'arrives à réinvestir une part de ton argent, donc t'as un bénéfice, et que ce bénéfice, au lieu de le cramer et de le dépenser, bah, tu le réinvestis dans autre chose que ta boîte, donc immobilier ou autre, mais je vois, ça peut même être une autre boîte, en fait. Ça peut, mais pas dans la boîte de quelqu'un, genre toi-même, tu crées un projet qui est différent. Donc comme ça, si ta première boîte elle s'arrête, t'as toujours ta boîte 2. Tu peux la réinvestir, t'as validé quand même les étapes de... Et en fait, t'as des leviers financiers de fou, parce que, imagine, je sais pas, tu fais un certain, je sais pas, faire 10 000 euros de bénéfice par mois. Alors ça va pas là pour les vidéastes, ils vont me dire, ah ouais, putain, c'est abusé et tout, mais quand t'as une boîte qui tourne, 10 000 euros de bénéfice, c'est pas un truc de fou, quoi. Bah, au lieu de les garder pour toi, on va dire sur l'année, et de faire des gros dividendes, bah, tu réinvestis genre juste 5 000. Ça te permet d'avoir des mini-équipes, de tester des idées, peut-être de rater, mais de créer une entreprise en faisant quasiment rien, en fait. Juste en ayant la tête pensante et la logique, et voilà. Et c'est vrai qu'il a raison, Antoine, c'est une suite de décisions. Alors aussi intelligent sois-tu, autant tu te renseignes et tout, bah, tu peux faire une erreur. Et cette erreur, le problème c'est que des fois, les conséquences de ton action aujourd'hui, bah, elles se verront dans 2 ans. Le problème c'est que dans 2 ans... dire ça, toi. Non mais c'est vrai, en fait, non mais ça, mais même Le coût de l'inaction, etc. Non mais ça c'est au-delà, mais là c'est pas le coût de l'inaction, c'est le coût de l'action. C'est que ton action mal faite, elle peut être très bénéfique aujourd'hui, bah à court terme, mais genre court terme sur 2 ans, et sur 4 ans elle coule ta boîte. Ce c'est que dans 4 ans, bah voilà, quand tu vois que des BlackBerry, Alcatel, Nokia, Olympus, qui sont des boîtes avec des dizaines de génies dans leur domaine qui sont dans la boîte et qui se sont tous plantés, quel ego tu as pour penser plus intelligent qu'eux, quoi. Kodak, qui Kodak, a jamais voulu prendre le virage. Blockbuster, toutes ces boîtes elles ont coulé, quoi. Après, moi, j'aimerais bien revenir à quelque chose de beaucoup plus basique, tu vas voir, mais qui est dans la même veine. C'est parce qu'il y a aussi plein de vidéastes qui nous écoutent et qui génèrent des chiffres d'affaires qui sont modestes, ou en tout cas, tu vois, qui tournent entre 1500 et 2000 euros par mois, et qui vivent de cette activité et tout ça. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de systématiquement mettre un revenu de côté, une partie de leur revenu de côté, avant même de penser à investir sur quoi que ce soit. Juste prévoir, voir venir. Tu vois, on discutait il n'y a pas très longtemps avec un ancien vidéopreneur qui nous disait, bah, moi je fais ma déclaration URSSAF tous les 3 mois, et en fait là je me suis mal organisée et je me suis vraiment mis dans le rouge parce que j'avais pas été organisée sur ça. Le simple fait de toujours garder sur son compte de dépôt, par exemple, ce qui va être prélevé le mois prochain par l'URSSAF. Moi, je trouve que c'est plus intelligent de faire une déclaration URSSAF mensuelle, parce que tu as une vision court terme et c'est dans ton organisation, c'est mieux. Mais surtout, là, tu vois, regarde l'exemple typique. Je suis tombée très malade le mois dernier et j'ai vraiment dû, quoi. C'était vital pendant 2 semaines. J'avais un gros problème pulmonaire, impossible de travailler, quoi. Donc, j'ai dû prendre 2 semaines de break total. Mais heureusement qu'en fait, j'avais ce que mon père appelle une poire pour la soif. C'est-à-dire vraiment de l'argent de côté, où déjà j'étais pas bien dans un état physique, mais mon état moral était tranquille, meuf, en fait. Ça va là, t'as de quoi tenir, y a pas d'urgence, tes clients sont prévenus, mais t'as de quoi faire tes courses là, y a pas de... Être toujours au bord de la falaise, c'est une très très mauvaise idée. Pareil, un vidéaste qui me raconte la semaine dernière, ouais, j'ai eu un super contrat là, j'ai généré 5 000 euros, il me tarde d'investir tout ça dans du matos et tout. Je suis là, mais t'as déjà tout ce qu'il faut, mec, t'as déjà tout ce qu'il faut, garde ces 5 000 balles au lieu de t'acheter le... Enfin, tu vois, vas-y, garde ça, mets ça de côté. En plus, il est papa, tu vois, donc t'es là, prévois pour plus tard. En fait, c'est aussi sécurisant de savoir que, bon, ok, t'as pas acheté un appart, mais t'as une poire pour la soif. T'as ce qu'il faut si un jour t'es dans la merde. Tu te fais mal à un doigt. C'est un doigt quand t'es vidéaste. C'est problématique. C'est même un tout petit truc en fait. Ça va être trop chiant de tenir ton boîtier. Là, ta santé, elle est trop importante. Si un jour t'as un pépin, assure-toi vraiment de faire tes déclarations dans les temps, de garder de quoi tenir, etc. Donc voilà, c'est juste pour ramener avant même de t'acheter un appart ou un studio, qui est une super vision. Ce que j'aimerais vraiment pouvoir le faire prochainement, tu vois, c'est prévoir. Un minimum d'épargne. Toujours. Même un 6 mois, tu vois. Mais même pour aller plus loin, une prévoyance santé, tu vois. Et ça, oui, ça c'est un vrai point. Prévoyance pro,
c'est cher, mais ça vaut le coup le jour où tu peux pas. Mais moi, il y a pas longtemps que j'ai signé un truc de prévoyance santé parce que moi, je vous passe les détails. En gros, il y a quelqu'un qui me dit mais là, si tu te fais mal, tu fais comment? Je dis je suis dans la merde. Je suis à mon compte. Je suis micro-entrepreneur, donc de toute façon, j'ai le droit à rien et tout. Bah si, vas-y, prends une prévoyance santé, tu vois, et souscris et tu vas voir. Donc c'est important et à minima effectivement tu peux pas investir dans de la pierre. T'épargnes un petit peu d'argent. Oui, c'est trop important. Ouais, bah, c'est clair. Et puis c'est de l'effet cumulé, tu sais, 50 € par mois. À la fin de l'année, ça fait 600 balles, quoi. Donc, ouais, t'as raison. Mais tu sais, moi, ça m'était arrivé en étant vidéaste en 2000, c'est il y a longtemps, je sais plus trop, 2019 peut-être. Je suis à vélo, c'est un truc à rien à voir, je suis à vélo, et genre, je me casse la gueule violent, je me pète un os du bassin. Et j'ai été immobilisé genre 2 mois, tu vois. Mais tu sais, c'est un truc débile. Je suis pas parti à vélo en me disant, je vais me casser la gueule. Et je me suis démonté, et du coup, en fait, je pouvais plus faire mon activité d'IA, j'ai dû décaler tous mes contrats, c'était la merde. Ah ouais, ça et c'est alors, ça tombait bien parce que j'avais quand même du montage, bon, du coup, ça s'est quand même bien goupillé, c'était un moment où j'avais pas trop de tournage. Mais tu vois, ça m'arrive, c'était une zone full tournage. On parlait, tout à l'heure, il y a 2 semaines, dans le podcast. Non, mais des fois, t'es en mode rush, et là, t'as plein de tournages. En mode, des fois, dans les vidéopreneurs, ils cumulent les tournages. Tu te blesses là. Mais regarde ce qui est arrivé à Arnaud. Ouais, tu vois. Récemment. Tu te blesses là. Ça t'en vient parce que des fois, même décaler les tournages, c'est compliqué. Des fois, c'est pas possible. Ils vont appeler quelqu'un d'autre. Ça t'expose à un risque. Et c'est vrai que de pas être payé 2 mois, si t'as pas de fonds de sécurité, t'as rien, t'as quand même des frais fixes. Hein. Ah ouais, c'est fou. Donc t'as raison. Et au-delà de ça, revenir sur le collectif, t'as de quoi tenir, mais tes clients attendent. Donc toi, t'es à l'abri, ok, tu te soignes. En fait, t'as ton équipe. Tu peux envoyer des gens. L'importance du collectif aussi dans ces moments-là, tu sais, s'entourer et dire je peux pas y aller, je peux pas monter là. Géraldine, est-ce que tu peux m'aider? Petit clin d'œil à Géraldine. Tu vois, enfin. Ah oui, c'est clair, voilà. que c'est un réseau là, ça ton réseau là, il est tellement important. Quoi. Et ça, c'est de l'or. Ouais. Aussi. C'est de l'or, exactement. Ouais. T'as investi dans l'or. Très bon appel. Bah tiens. Sous-côté, c'est à toi. Ah oui, c'est à moi. Je m'en souviens. Attends. Je m'en souviens. Attends, parce que j'hésite. Il y en a je plusieurs. me souviens grâce à ma notification. Il y en a plusieurs. Vous voulez un sous ou un sur? Bon, fais-toi plaisir. Bon, ok. Sur côté, si tu veux. Je vais faire un sous, pardon. Dans le business, sous-côté, la transformation que tu peux générer chez ton client. Nous, on parle souvent de... Non, mais tu vends pas quelque chose, en fait, tu apportes ton aide. J'en parlais dans un des BTC, en disant ce qui compte, c'est l'impact que tu vas avoir. C'est la transformation qui va s'opérer. Et je veux parler de la transformation de la communication chez ton client, tout d'un coup, ces vidéos ultra quali, ces voix off propres, ce son, ces musiques bien amenées, une transformation dans sa communication. Mais aussi, si tu fonctionnes en coach avec tes clients, c'est-à-dire que tu les guides pour un face cam, que tu les guides pour une voix off, que tu les accompagnes dans leur mode de communication, de verbalisation stricte, tu vois, tu vas les aider à chercher et à mettre en lumière leur singularité. C'est une transformation. J'ai la chance vraiment de travailler avec des gens qui sont ouverts à ça et qui ont fait appel à moi pour ça aussi, certainement, tu vois, mais qui me disent « Waouh, il y a quelques mois, j'aurais jamais osé faire ça devant la caméra. » Et en fait, je me rends compte que ça a de l'impact. Et je vois aussi les clients avec lesquels j'ai cessé de travailler parce qu'ils n'arrivaient pas à être eux-mêmes, à être dans une forme d'authenticité. Ils voulaient coller, tu sais, à un discours un peu propre, un peu assaini et tout ça. Je dis, c'est pas du tout toi. Tu parles pas comme ça hors caméra. Hors champ, t'es une autre personne. Pourquoi tu veux pas cultiver ça? Ouais, mais tu sais, j'ai un petit peu peur de choquer. Mais non, mais vas-y, en fait. Transforme-toi. Va vers toi-même, en fait. Donc ça, je pense que c'est sous-côté. Cette aide, certes, qu'on apporte dans un média audiovisuel, mais dans la transformation qu'on augure aussi dans la communication d'un client et sa propre personnalité, son propre message. Ouais, clairement, j'ai rien à dire, en fait. Alors, en fait, tu préfères avoir un client qui te dit merci, t'as changé ma vie, que plutôt qui te dit juste merci, tu vois. Ouais. Tu vois. Et donc c'est un peu ce côté. Hein? Oui, clairement. Je délivre ce qu'il veut ou finalement je délivre ce dont il a besoin, même s'il sait qu'il n'en a pas encore besoin. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'était un de mes sous-côtés. Donc, on est trop connectés. Mais une bonne offre, j'aime bien dire, c'est pas juste tu montres la voix, tu montres la voix, tu ouvres la porte, tu la gardes ouverte,
Et derrière, il a même peut-être un petit chauffeur qui a déjà été préparé pour lui, qui va l'emmener là où il veut. Tu sais, mais il n'avait pas pensé à tout ça. Ouais. Des fois, les petites Exactement. attentions. Tu sais, quand tu vas dans un hôtel, ils font des attentions auxquelles tu n'as pas pensé. c'est Mais en fait, ça, si moi, elles sont pas là, tu le j'adore vois quand même. Sans pouvoir dire que c'est ça qu'il te fallait. Tu sais. Et c'est pareil dans la vidéo. T'as Cette besoin, valeur ajoutée, là, ouais, tu vois, où de la penser à personne, ta tu place. dis, tu lui as ouvert la porte, elle prend le chemin, Ouais. mais en fait, elle se retourne et elle fait putain, c'est cool, merci. Ah, Ouais, mais ouais. fait waouh. C'est Bah, ça, ça. c'est un indicateur pour toi. Mais vas-y, elle te le dit jamais. Tu sais peut-être aussi, c'est très bien aussi de le faire. Tu vois. Ouais, mais moi, je vais lui demander. Ah ouais, Tu vois, bah, je parce vais que t'as aller besoin de chercher, valider. ouais, je vais aller, mais pas forcément pour la reconnaissance et tout ça, pour être sûr qu'on est sur le bon chemin. Ça Oui. va toi? T'es bien là? Tu kiffes? Oui, Ok, dans ce tu vois, sens-là, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Non mais t'as besoin de... Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est de valider que Mhm. c'est un truc qui est pertinent pour elle, parce que peut-être tu fais beaucoup de choses, mais c'est pas du tout ce dont elle a besoin, et tu le fais un peu pour rien. Donc si tu Ouais, peux ouais. t'alléger de ça, c'est pas mal. Et c'est ce que je dis souvent, tu vois, en call, en appel découverte, si vous réservez un jour un appel découverte, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que le mastermind des vidéopreneurs, pour moi, ça a été une expérience transformative. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se sont occupés de moi, qui m'ont donné la main, qui m'ont dit Marie, vas-y, j'ai compris ce que tu voulais faire dans la vidéo, je te montre, ça c'est le chemin. Je pense que c'est le chemin le plus efficace pour toi et je vais t'expliquer à chaque étape comment il faut que tu fasses pour être plus toi-même dans la vidéo. Vas-y, tiens, je t'ouvre la porte. Tu vois la première balise là? Vas-y, prends-la, elle est pour toi. Et en fait, c'est ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand je me retourne vers vous et que je fais oh, merci, c'est cool, tu vois. Et j'ai bien fait d'investir là-dedans. Tu vois, j'ai bien Ah ouais. fait d'investir comme mon client, il a trop raison d'investir sur moi, sur nous, sur notre collaboration. Très bien, j'aurais pas mieux dit. Qu'est-ce que... Voilà. Thomas, Vous avez des trucs à dire ou on passe à... Non, Un juste surcoté, ouais. non, mais après ça allait dans ton sens de pas non plus trop en délivrer, tu vois, et de aussi être raccord avec. Mais du coup, Ouais. moi, j'ai rien à dire, vous avez tout dit. Ah mais sinon faire un sur sous Bah, côté. sous, Thomas. Un sur ou un sous, vous me laissez le choix ou Ouais, fais-toi Ouais. plaisir. Parce qu'en Entre vrai, nous. en surcoté, on a déjà un peu abordé, bon, Instagram, tout ça, je voulais pas revenir Ouais. là-dessus. Moi j'en ai un qui va mettre. On va être tous pas d'accord. Ah ouais. Après. il fait exprès en fait. Moi il aussi, est je dans la prends un risque, Vas-y. et le risque, c'est peut-être de pas réussir à bien exprimer mon idée. Moi, en surcoté, c'est le Les mythe de éléments fatigue. Non, c'est le mythe de l'entrepreneur. C'est quoi, ça tu vois, moi j'ai tout quitté en me disant trop bien, je suis trop content. Ça y est, je suis enfin libre, je vais enfin y arriver, etc., etc. Et en fait, j'ai pris un peu dans la tronche les difficultés que c'est d'être entrepreneur. Et quand tu te dis ah ouais, mais toi t'as trop de chance, t'es à ton compte, tu vois, il y a plein de gens qui font ça. Ah mais c'est trop bien ce que tu vis et Parce tout, que c'est c'est trop bien ce que valorisé, tu fais et tout. Ah ouais, mais c'est dur quand même. Et t'en chies, et Ça t'as va. beaucoup de hauts, Je vais dire, beaucoup de bas. Tu t'attardes, on l'a dit tout à l'heure, un peu plus sur les bas que sur les hauts. Et en vrai, bah ouais, faut se retrousser les manches, sans travailler trop, ni trop dur, tu vois. Mais en vrai, tu vis des choses bien différentes. Et c'est pour ça que le côté un peu je suis libre, tu vois, et ça va te perdre de manière un peu plus excessive avec les gens qui sont sur Instagram et qui font. Qui sont à Bali. Ouais, qui font- exactement, ouais, ça, j'y exactement, reviendrai plus tard. qui vivent de leur chômage avec pas beaucoup d'argent parce que la vie coûte pas cher, tu vois, et qui envoient du rêve, tu vois. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est se confronter à soi-même, c'est faire face à des difficultés, apprendre, comprendre, maîtriser, réappliquer, etc. Et souvent, je sais pas si ça se dit, on surcote un petit peu cette vie, tu vois, rêver de liberté et tout ça. Moi, je le dis souvent, tu vois, je suis content, je peux gérer mes journées, je peux boire le café avec mon voisin, etc., tu vois. Bon, ça fait une semaine que j'ai pas bu le café avec toi, Mais tu Tony, m'as je suis dit, désolé. ouais. Et tu m'as dit, il était plus trop là le matin et tout. Bah, il est à son garage maintenant, et lui, il a Ouais. investi, il a acheté un garage et tout ça, tu vois, donc c'est cool, mais ouais, bah, je peux pas, tu vois, il y a des fois, je peux pas. Et parce que bah, je fais face à des choses, ou aussi Ouais. parce que j'ai plus le temps, etc. Donc, voilà, c'est un peu vague et un peu. Non mais t'as raison, moi, je suis totalement d'accord. Vas-y, pardon, je te Non, sens. je voulais juste te dire en revanche, l'autre côté, le revers de la médaille positif de ça, c'est que oui, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. J'y reviendrai plus tard sur un point que je vais aborder. Mais on le voit d'ailleurs. T'as vu combien de vidéopreneurs nous disent je crois qu'il faut que je fasse un petit travail sur moi là,
je me rends compte que j'ai des blocages dans le travail ou des conditionnements qui vont pas, et c'est des gens qui vont vers des coachs, des thérapeutes, qui se disent « Ah vas-y, je vais me poser les bonnes questions ». Pour moi, le revers positif de ça, de la difficulté d'être un entrepreneur, c'est que ça t'oblige à faire un travail sur toi. Donc en fait, quoi que tu fasses, tu continues, tu vas devenir aussi plus sage, Bien sûr. plus réfléchi, tu vas prendre une respi avant de dire un truc, tu vas appliquer des filtres de sagesse à ta vie, quoi. Et ça, c'est vrai que ça te fait grandir. Parce que le salariat, là, tu vois, j'ai une amie qui a passé un entretien d'embauche chez Veolia et qui m'a décrit le CDI pour lequel elle allait, c'est 13 mois et demi, enfin c'est un truc de fou, tu vois, le confort, la QVT, tout ce que je me suis dit, waouh, quand même, mais pour rien au monde, je reviendrai vers ça, parce que ce qui me plaît aussi, c'est de me driver et de décider, et c'est dur, mais alors qu'est-ce que ça rend intelligent, quoi. C'est ce que je voulais aussi apporter comme nuance et prendre le contre-pied, de dire c'est certainement un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie professionnelle. On se le dit hyper souvent en off, on se dit hyper souvent en off à quel point ça nous a fait grandir aussi, perso, sur l'intellect, sur plein de choses. Ouais, mais il y a plein de trucs. Parce qu'en fait, déjà, moi, le truc, on en parle souvent avec Antoine. Parce que le truc que je déteste, c'est les gens qui comparent le salariat et l'entrepreneuriat comme si c'est deux choses qui étaient comparables. Genre, en gros, alors je vais vraiment caricaturer un peu, le pauvre idiot de salarié qui a rien compris et qui est dans son boulot où il est malheureux, et c'est le grand entrepreneur qui, lui, à l'inverse, a tout compris. Tire les rênes de sa vie. Machin, n'importe quoi. C'est franchement. J'adore c'est idiot. Genre, déjà, ça, c'est comparer deux choses. Voilà. Et pareil, quand tu dis la liberté, c'est que déjà, les gens qui disent ça. Bon, après, je peux pas leur vouloir parce qu'ils suivent des gens sur Instagram qui répètent ce que d'autres ont dit, Ce qui est marrant, c'est que personne n'a compris ce qu'il a dit. Quand on parle de la liberté, on voit ça comme si c'était un truc de fou. Déjà, la liberté, ça n'existe pas. On commence par là. La liberté. Non, mais la liberté, ça veut rien dire. Je dis comme ça, c'est une notion qui est dite asymptotique. Tu vois, genre, juste, tu lis 3 bouquins sur la liberté, tu vas comprendre. C'est une notion qui tend vers un maximum. T'es toujours plus ou moins libre. Et en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que même ça n'a pas de valeur d'être libre. Si jamais je vais dans la rue, là, je demande à n'importe quel random, c'est quoi la liberté ? Premier truc qu'il va me dire, c'est faire ce qu'on veut. Voilà. Sauf que d'un coup, je commence à réfléchir, je me dis, mais attends, imagine, je vais être libre de courir un marathon. Pour la thématique, pour le marathon. Comme par hasard. Norvégien. Tu sais quoi, je vais changer. Je veux être libre de parler le norvégien. Je me rends compte que. Je me rends compte que qu'est-ce que je dois faire ? Je dois m'imposer une contrainte. C'est-à-dire que tous les jours, je vais apprendre le norvégien, je vais peut-être aller sur Duolingo, je vais peut-être regarder je sais pas quoi. Enfin, en gros, je vais m'astreindre à une discipline qui me permet d'avoir la liberté c'est la contrainte qui. Exactement. C'est que les gens, l'idée, c'est pas d'être libre ou pas libre, c'est de dire quelle est la contrainte qui me permet d'accéder à la liberté que moi je veux. Franchement, je prends un calcul très simple. Je prends un entrepreneur boulanger, c'est l'exemple que je dis à chaque fois, et un développeur salarié. Dis-moi qui est le plus libre. Tu vas me dire c'est le boulanger, le mec qui est obligé de se lever à 5h du mat et tout, qui est obligé d'être à un point fixe, ou le dev qui peut être littéralement à l'autre bout du monde avec juste un ordi et brasser quand même un paquet d'argent. Tu vois, même en freelance dev, ça fait partie, je pense, des trucs les mieux payés aujourd'hui. Et sans recherche de clients, sans rien. Donc en fait, tu vois, c'est la liberté, elle vient pas, qu'est-ce qu'on se dit, elle vient pas de ton statut, salarié, entrepreneur, elle vient de ta compétence. Donc en fait, ce que tu devrais plutôt avoir en tête, c'est pas savoir si t'es salarié ou entrepreneur, c'est savoir quelle est la compétence dans ce monde qui me permet d'accéder à une vie qui, moi, a du sens. Tu vois, quand les gens ils disent entrepreneur, t'es libre, bah non, t'as des contraintes, t'es libre, justement. Et la liberté, c'est aussi un cauchemar. Parce que du coup, maintenant, je dois choisir ce qui a du sens en termes d'action. Quand t'es salarié, on te dit, bah fais ça, parce qu'il y a des gens, ils ont pensé à ta place, en fait. Et voilà, et je trouve que, en fait, c'est pour ça que le débat, les gens, quand je les vois dans des reels, ouais, machin, la liberté comme si c'était de pouvoir aller voyager de partout, machin. Bah non, c'est pas ça. Non, mais c'est bas étage en plus. Oui, c'est juste vas-y, réfléchis plus loin que ça, en fait. Même le truc que je voulais dire aussi, c'était que l'entrepreneuriat et le salariat, mais en plus, il y a plein de façons d'être entrepreneur, il y a plein de façons d'être salarié, mais on va dire le truc un peu basique de je suis libre et tout, je choisis mes clients. C'est juste que ça valorise certains critères et ça en dévalorise d'autres. Le fait est que des gens vont être très à l'aise avec ces critères, ils vont même pas le voir comme des défauts. Et inversement, dans le salariat, il y en a deux. Voilà, moi, dans le salariat, le simple fait de me dire tous les matins, je vais à un endroit, au même endroit physique, et je m'en vais, moi, genre, c'est une souffrance de fou. Tu vois, genre, même là, je suis entrepreneur, je dois aller à un coworking, j'y vais une fois par semaine, des fois, j'y vais pas. Moi, j'aime bien le truc de me lever, de rester chez moi, en fait. Tu sais, d'être en télétravail. Dans ce milieu, il y en a qui détesteraient ce mode de vie-là. Mais regarde le Covid, la pandémie. La pandémie.
non mais le confinement. Ouais, ouais. En fait, il y a des gens, ça a complètement perturbé leur repère de vie. Ah ouais, de clairement. ne plus avoir ce lien au travail, aux embouteillages, enfin pas forcément aux embouteillages, Ouais. pardon, c'est ultra cliché, mais au rituel de travail, Ouais. au rythme et tout ça. Il y a des gens qui sont tombés en dépression, quoi. Ouais, de clairement. perdre ces repères de leur vie, quoi. Alors que moi, c'est tout ce que je veux pas, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Parce que là, c'est qu'il y a des critères qui sont valorisés. C'est pour ça qu'en fait, quand je dis c'est dur, c'est pas dur, en fait, c'est juste qu'ils sont pas à l'aise avec les critères. Ah, c'est un choix. Est-ce que tu travailles sur toi pour être à l'aise avec le critère, ou l'entrepreneur, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi changer un peu les critères. Moi, je peux être au coworking tous les jours ou jamais y être. Ouais, c'est juste ce point-là pour un peu dédramatiser. Genre, c'est pas parce que t'es salarié que t'es nul. Parce que bon, après, j'allais citer un livre, mais si je cite le livre, tout le monde va reconnaître qui c'est, et j'ai pas envie qu'on. Mais je peux pas le dire, du coup. Je le dirai en off. Il y a des critères fondamentaux pour savoir si tu es fait pour entreprendre ou pas. Je pense que le premier, c'est Ça, c'est intéressant. Vas-y. c'est en fait de se dire en fait, je suis responsable. Ouais. Tu vois, c'est accepter les responsabilités. Tout le monde n'est pas câblé pour ça. Ouais. Je suis responsable. C'est de C'est ma clair. faute. Ouais, il faut Pardon. être Sartre, il faut être Sartre. Excusez-moi. Mais c'est fou, t'as sorti cette phrase-là un jour sur un podcast qui est balancé en Reels il y a quelques mois et tout ça. Et si. En fait, t'étais être responsable de ses échecs et rester humble dans la réussite. Exactement. Et Exactement. ça m'a attrapé. Tout le monde n'est pas fait pour ça déjà. Ouais, c'est Et ça. le second point, c'est de te dire, je peux pas me reposer sur mes lauriers. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir construit quelque chose. Demain, je peux pas me dire, vas-y, je prends ma retraite ou j'arrête, tu vois. Et quand tu es entrepreneur, ben, en fait, il faut accepter que rien n'est acquis, que demain, ben, il faut recommencer, ou il faut s'améliorer, ou il faut résoudre des problèmes, ou il faut dire, ok, je suis responsable, comment je peux aller de l'avant. Si tu n'étais pas capable d'accepter juste ces deux critères ou ces deux contraintes, ça va être compliqué. Vraiment compliqué. Nous, on le voit dans le oui mais. Ouais. Quand on a des gens en difficulté autour de nous, qu'on sait qu'ils ont le potentiel pour bouger, qu'on leur donne des pistes de coaching, tu vois, vraiment d'accompagnement, et qu'on entend oui, mais mec, l'obstacle il est en toi en fait. Il est nulle part ailleurs qu'en toi. En fait, Et tu te rends compte que c'est très très dur du coup de pouvoir agir, faire de pouvoir bouger ces profils-là, c'est Ouais, c'est très ça. compliqué. Ouais. Et on peut se raccrocher à la passion, c'est cool, mais la passion, c'est pas ce qui te permet de te lancer. La passion, tu en as besoin pour continuer. Quand c'est difficile. Et tu parlais de sens tout à l'heure, de mission, on y est quoi. T'as pas besoin de savoir, ah ouais, ma mission c'est ça pour commencer. C'est dans 2 ans, quand c'est compliqué, Bah, en fait, tu te ok, rappelles. je me rappelle de mon pourquoi, et en fait, ça me permet quand même d'avancer et d'aller au-delà de ces critères, de ces contraintes. Ouais. En plus, ce qui est marrant, c'est que quand tu es un entrepreneur avancé, disons, plus tu avances dans l'entrepreneuriat, plus quoi, tu retrouves un boulot salarié dans ta propre boîte. Tu prends un autre job, Antoine et moi, tu dis on est salarié, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est juste qu'aujourd'hui, on a peut-être d'autres avantages ou inconvénients, mais notre job, donc, voilà, on fait les points au même moment, aux mêmes heures. Moi, je commence à la même heure, je termine quasi tout le temps à la même heure. J'ai vraiment les habitudes et les routines. Finalement, entre ma vie d'entrepreneur et une vie de salarié, très peu de différence. Juste, t'as acquis la responsabilité de la réussite ou de l'échec. Ouais, juste moi, j'ai conscience que tout peut s'arrêter et j'essaie constamment un peu d'avoir cette amélioration. Et j'aime bien la phrase, tu vois, une phrase un peu à sauter en reels. C'est la phrase de Sartre que j'adore. C'est l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce que l'on fait de ce qu'on a fait de nous. Ouais. C'est intéressant, ça fait un vrai, tu sais, on part tous pas de la même ligne de départ, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ces cartes qu'on t'a données, c'est quelles tu modifies. Et l'entrepreneur, c'est franchement pour moi tout est résumé là-dedans. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est pas de se dire ce truc externe, c'est de se dire ok, je vais partir d'un postulat et certes qui est faux d'un point de vue sociologique, mais je suis responsable de tout. Et c'est une bénédiction. Absolument. on avait fait une rencontre récemment avec des vidéastes qui ne sont pas au sein de l'écosystème Lividopreneur. Et l'un d'entre eux nous disait à cause de Trump, c'est compliqué pour moi. Tu vois, je veux dire, c'est quand tu pars de ce postulat-là, sacré Trump. Quand tu pars de ce postulat-là, c'est compliqué en fait d'être en mode solution et d'accepter ta responsabilité et d'avancer, de mettre en place la bonne énergie et les bonnes actions. Tu vois. Ouais, clairement. Quelque part, il y a peut-être des éléments qui sont vrais, tu vois. Peut-être qu'effectivement, son client principal a été confronté à la politique commerciale de Trump et donc tout est compliqué, il y a un effet domino. Mais en fait, qu'est-ce que toi tu fais qui est dans ta responsabilité, dans ton pouvoir, pour en fait rebondir. Et donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Parce que quand tu te reposes sur tes lauriers,
Quand tu vas chercher en fait des responsabilités externes, et là le piège il commence, et là en fait derrière tu sombres et ça marche plus. Ouais, bien joué, ça c'était un bon... Vous êtes tous d'accord, mais c'était quand même un bon débat, tu vois. C'est ce qu'on vient chercher. À toi, du coup, sous-côté. Ouais, sur-côté, j'en ai un, je le balance comme ça. Tu sais, souvent on dit, ouais. Sur ou sous, t'as sur? Ok. Ouais. Sur-côté. De toute façon, ouais. On dit souvent, ah ouais, mais tiens, on est vidéastes, on n'a pas une obligation de moyens. Non, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Et je dis que c'est complètement faux. Ça, c'est surcoté de dire ça et de se cacher derrière ça. Ouais, Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que je veux dire? Donne un exemple. Je développe, je pense qu'en fait, un vidéaste, il faut plus qu'il ait un état d'esprit de j'ai une obligation de résultat. Ok. Alors, certes, dans les faits, c'est logique que ta vidéo n'est pas le seul facteur de réussite d'un client. Pour le simple fait qu'on isole juste une vidéo, la personne n'a pas d'offre, pas de tunnel, rien du tout, elle marchera. Enfin, même s'il a plein de vues et tout, ça ne marchera pas. Faut qu'il soit dans un écosystème. Par contre, tu dois faire tien le résultat du client. C'est-à-dire qu'en fait, si le client échoue, même si c'est pas ta faute, tu dois quand même faire tien le succès du client ou son échec. C'est l'échec d'une vidéo? On va dire que tu fais. Pas les résultats. Voilà, par exemple, le client il te dit, moi je fais des vidéos pour faire des ventes. Tu fais des vidéos, il fait pas de ventes. Bien sûr qu'en fait, peut-être son offre elle est pourrie, tu vois. C'est peut-être ça le problème. Mais en tout cas, tu dois quand même faire tien son échec, comme si c'était le tien, et l'aider au plus possible pour qu'il ait du résultat. Alors, ça, tu vas pas facturer dans la mesure le haut résultat. Tu factures ta prestation normale. C'est pour ça qu'on dit ça souvent. Donc en fait, on a raison de dire ça. En fait. Par contre, il y en a beaucoup, et j'ai remarqué dans les vidéopreneurs, qui se cachent derrière ça pour faire des vidéos qui n'amènent pas de résultat. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils disent bah non, moi j'ai juste une obligation de moyens, donc je te fais une vidéo. Mais non, le résultat de ton client, c'est ton résultat. Il fait pas de vente, il a une offre pourrie et tu le vois, tu dois dire mais attends, là je pense que là ton offre elle va pas. Elle va pas pour ça en fait. Même si ça sort du contexte de la vidéo. Et c'est pareil, on se rend pas compte de l'impact que ça a dans la relation que tu as avec ton client, la façon dont tu vas être un collaborateur et un conseiller de confiance, etc. Il y a une prospecte après qui je cours depuis quelques mois, on peut dire maintenant, et je vais la convertir, c'est sûr et certain, mais je l'ai coachée. Tu vois, c'est une entrepreneuse, elle a plusieurs business, tralala, et je l'ai coachée. J'ai mis là, la décision que tu as prise là, tu penses vraiment qu'elle t'a apporté des résultats, tu penses vraiment qu'elle t'a servi, etc. etc. Et c'est fou, mais c'est important de s'impliquer comme ça dans le business de ton client. On le dit souvent, il faut maîtriser le business de ton client, parce qu'en vrai, c'est ça qui va t'aider et à mieux répondre aux besoins et aussi à lui faire comprendre des stratégies. Un ancien client à moi, à un moment donné, il me dit je sais pas s'il faut qu'on fasse ce qu'on fait là, je vois que j'ai moins d'impact quand je communique comme ça et tout ça. Ok, mais on recalibre, on reprend tout, tu vois. L'importance de l'écoute. Ouais. Et on y revient, tout est lié. C'est ça. Vous êtes d'accord? Moi, je pensais, ça c'était sûr, je pensais que... En fait, si tu veux, ce que je retiens et qui est très intéressant, c'est de ne pas se cacher derrière les obligations de moyens. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le piège. C'est de te dire, j'ai des obligations de moyens et puis c'est totalement ok. Il y a un moment où je dégueule de projet, je peux pas tout délivrer à 100%. Je relâche un petit peu pour peut-être un projet, tu vois. Bah non, en fait, clairement. Ouais, putain, franchement, je pensais vraiment qu'en balançant ça, il y allait avoir gros débat, tu vois. Et après, il y a aussi une notion... Je laisse finir. Après, d'un point de vue offre commerciale, d'un point de vue vraiment offre commerciale, si tu vends des obligations de résultat, c'est plus la même typologie de rémunération aussi. Oui. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est raisonnez, vous, dans un état d'esprit où je suis en mode, je vais apporter le maximum de résultats à mon client, ok. Mais si c'est ce que vous vendez et que vous le dites oralement à votre client, facturez pas juste 5 000 euros. Tu fais de la value pricing. Exactement, c'est plus la même. Là, il y a du commissionnement, c'est plus le même modèle. Ouais, clairement. Moi, je pense que ce discours, ça peut faire peur à plein de vidéastes qui se disent mais moi, comment je fais? Je sais pas techniquement comment apporter du résultat sur une vente ou sur un événement ou sur... Ce que je veux vous dire, et c'est empirique, c'est-à-dire je l'ai vraiment expérimenté il y a peu de temps, et je crois que la clé, elle est là, c'est que j'ai parmi mes clients un monsieur qui a vraiment besoin d'un résultat. Je savais que moi je pouvais faire de la très belle vidéo, ciblée sur ses besoins, mais j'étais pas dans l'audit ou la stratégie. Et ben en fait, je travaille main dans la main avec une community manager qui est plus content manager d'ailleurs. On travaille toutes les deux sur ce projet
avec ce client. Et on est toutes les deux dans une vraie expertise de l'approche. C'est-à-dire que moi, je le filme dans un contexte où il faut tel plan, il faut tel témoignage, il faut tel contexte de cadre, etc. Elle me dit, ouais, vas-y, sur ce contenu-là, moi, je veux plus axer là-dessus. Donc, en fait, on discute toutes les deux. Elle me dit le contenu qu'elle veut. Je fais des choses en fonction aussi de sa stratégie et de l'audit qu'elle a réalisé pour ce client-là, qui a des gros frais Google Ads, et qui est vraiment très engagé dans le référencement, etc. Mais c'est génial de s'entourer. Donc, si vous sentez que dans cette obligation de résultat, vous n'êtes pas up to the task. Vous n'êtes pas... la meilleure personne. Oui, voilà. Vous n'avez pas cette compétence-là. Quelqu'un autour de vous, là. Ouais. Et rien ne vous empêche de contacter cette personne, lui dire, ça te dit, vas-y, on fait un partenariat là-dessus. On s'engage avec ce client sous telle et telle condition, etc. Mais la force du collectif. Toujours la force du collectif, la force de la Golden Team, en fait. Il y a vraiment ça. Et des gens avec lesquels vous vous entendez bien humainement, hein, avant tout. Avant tout. Là, j'ai une phrase... Vas-y. T'as dit ça, j'ai une phrase de short, là. Vas-y. Phrase de Reels. Tu n'es pas obligé de tout savoir, mais tu as l'obligation de t'entourer des gens qui savent. Bah oui. Ça se dit ça? Mais c'est Oui. ça. Mais t'as Mais le c'est droit. ça, le collectif, ça. C'était pour le Reels. Non, mais ça Pour c'est. vous. Dans un point de vue, t'as le droit de ne pas savoir, mais tu dois demain savoir. Tu vois, c'est-à-dire, Ah ouais. c'est totalement ok à dire à un client, ok, ben là, j'ai pas l'info. Mais derrière, en fait, d'être dans une Ouais. démarche où tu vas chercher l'info et tu vas Ouais. être dans la compréhension et tu vas apporter la valeur. Tu vois, Ok. après, il y a une vraie différence entre quelqu'un qui te dit je sais pas et puis il passe à autre chose, à quelqu'un qui te dit je sais pas, mais derrière, tu as l'info. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et aussi, ne jamais avoir ni peur ni honte de dire qu'on ne sait pas. Ah, mais clairement. En fait, ton interlocuteur, quand tu lui dis je sais pas, mais moi je faisais ça avec mes élèves, hein. Parfois dans certaines classes très avancées, comme des classes post-bac, des classes préparatoires, il y avait des questions très précises, notamment sur la politique américaine, et c'est pas forcément ma zone d'excellence c'était pas forcément ma zone d'excellence dans l'enseignement, tu vois, j'étais plus littéraire. Moi, je disais aux élèves, je vais me renseigner pour ça. Et on en reparle très prochainement, et j'envoyais un mail à l'élève où je me montre, parce que c'est une petite blessure de l'ego, tu sais, quand t'es professeur et qu'il y a quelque chose que tu sais pas, mais quelle horreur de sortir du bullshit. Ou tu vois, de faire non, mais c'est pas du tout la question. Tu vois, d'emmener ton élève sur une stratégie dégueulasse. Non, c'est de dire c'est une question très pertinente et je sais pas y répondre là tout de suite. Mais ça, de dire ça à un client, de dire je vais me renseigner pour vous, tu renvoies l'image de quelqu'un qui est proactif dans ses recherches intellectuelles, tu vois, et ses recherches de compétences. Je trouve que ça a beaucoup plus de pouvoir de dire ça que de bullshiter ou d'emmener ton client, tac, vas-y, pose-lui une autre question directe, comme ça il oublie celle qu'il vient de te poser. Oh bah non, c'est pas possible. Bon, on a fait un bon tour, hein, je pense, là, sur cette sous-côté-là. C'était bien ça. Bah, je rebondis, j'ai un surcoté. C'est justement je reviens vers vous. Pour moi, c'est. Attends, c'est le vidéaste qui dit je reviens vers vous? Non, c'est. Oui, au client. Ok. Merde. Non, mais je vais rentrer dans le détail. La next step. La prochaine étape, c'est toujours important de la définir. Et en fait, parmi les éléments à définir dans la prochaine étape, c'est quand je reviens vers vous, où on se rappelle, ou la semaine prochaine, ça ne suffit pas. C'est quand. Il va expliquer, on va se bagarrer là, Guillaume. Non, il y en a Ah ouais, c'est vrai, je croyais que tu l'avais Ils caché se la battent boîte. pour des chocolats, pour les gens qui nous écoutent. Non, tu vas pas, j'ai Que plein de Guillaume essaie chocolat. à C'est manger une pendant le mini-victoire. podcast. Genre, il est fier, il mange un carré de chocolat, Ouais, c'est ce que disait Antoine. Bah, laissez-la Il compter. mange un petit carré de J'écoutais chocolat. Antoine, j'étais attentif et tout d'un coup je le coupais. Fais ton petit bruit de papier là, comme au ciné, on adore. Personne n'entend, c'est derrière le micro. Ça c'est pas moi, c'est Thomas. Bon allez, je Et reviendrai là, vers vous. On a coupé Antoine. on parlait de responsabilité tout à l'heure, on doit avoir cette responsabilité de définir quand elle est la prochaine étape. Et ça marche pour toutes les étapes, que ce soit après un appel de prospection, après un rendez-vous client, après un brief, après un suivi dans votre gestion de projet, après la livraison, qu'importe, systématiquement, s'il vous plaît, définissez un moment. Même quand vous collaborez, vous demandez à quelqu'un avec qui vous bossez, la prochaine étape, tu me rends ça, reviens vers moi, ou plutôt c'est quand. Ça permet aussi derrière de mieux gérer vos échéances. Il y a la loi de Parkinson qui est très intéressante à ce sujet, et de mieux gérer votre temps et de mieux gérer finalement les échéances in fine, quoi. Donc, s'il vous plaît, je reviens vers vous, ça ne doit plus exister. Ça existe plus. Retirez ça de votre vocabulaire. Lève la main droite, même si c'est dans la voiture là. Lève la main droite. Plus jamais. Même si tu fais la vaisselle là, tu lèves la main droite, on s'en fiche. C'est surcoté parce que c'est votre responsabilité, vos clients ne reviendront jamais vers vous. Ouais, ça c'est clair. Voilà, Mais même là, ça m'a fait penser à ça. Même quand tu fais de la prospection, Ouais. tout ça, tu Ouais, vois, tout le temps. à tous les moments. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai ancré dans ma vie même
Perso. Alors perso oui, mais aussi surtout dans tous les autres projets que j'ai. Je suis dans l'association des parents d'élèves. On met en place un projet, etc. Ok, c'est quoi la suite? J'ai un autre projet à côté. On fait une réunion avec les collègues. Ok, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait la prochaine rencontre? Et c'est quoi l'ordre du jour, grosso modo? Tu vois, et c'est indispensable. C'est quelque chose que je sous-cotais beaucoup avant. Et effectivement, tu peux presque plus t'en passer aujourd'hui. Ouais, complètement. Et donc, vous allez dans votre agenda pour dire, en fait, on se reparle, je reviens vers toi plus tard, mardi 11h, et tu mets un truc dans ton agenda, mardi 11h. Même quitte à mettre une thématique aussi. Ouais, on bien parlera de ça, Ouais, de donner un ordre du jour, même s'il Absolument. est flexible et qu'il va bouger, mais savoir pourquoi et quand on se revoit. Ouais. Un point qui est intéressant d'ailleurs pour gagner du temps et de l'efficience en réunion ou en brief avec vos clients, c'est de prendre les 5 premières minutes, les 8 premières minutes, et dire ok, on lit tous la même chose. On lit tous le même document pour être sûr que tout le monde soit prêt et ensuite on y va. Parce que ça arrive trop souvent d'être dans des réunions, dans des calls ou quoi, où il y en a toujours un ou deux qui j'ai pas lu le document, j'ai pas lu les infos, j'ai pas vu que c'était ça l'ordre du jour. Et au moins de prendre ce temps-là, puis ensuite derrière on sait qu'on va gagner en efficience pour le reste de la rencontre. Oui, même de structurer, tu vois, quand tu es avec ton client, de dire moi ce que je vous propose, c'est on va d'abord élaborer ça, on va parler de ça ensuite, et on finira là-dessus. Et c'est aussi, encore une fois, très rassurant pour un interlocuteur de se sentir guidé dans une structure du discours. Absolument. Tu vois. Alors c'est à moi. Moi, il me reste deux sur côté, mais le temps passe là. Je sais pas si on est bien sur le temps. Ouais, il est moins Bah, 10, on là. a encore est à un une petit heure. peu, mais on arrêtera. J'en ai plein. J'en ai deux, mais qui sont hyper importants. Bon, on verra. Je vais essayer de faire court sur celui-là pour pouvoir quand même faire les deux. C'est chercher à tout automatiser. Pour moi, c'est surcoté. À tout templatiser. Et je parle aussi bien de la structure de ton mail que de la structure de ton interview. Tu vois, on discute très souvent entre vidéopreneurs sur l'art de l'interview, comment tu fais, est-ce que tu as des... En fait, il faut tellement aussi, dans notre métier, laisser la place à la spontanéité, à l'imprévu, au développement d'une question qu'on n'avait pas forcément prévu de poser au départ. Ne pas hésiter à personnaliser un mail. Tu vois, un exemple très simple, à la suite de l'appel découverte, j'envoie à la personne avec qui je viens de discuter pendant une demi-heure ou 45 minutes un petit message. Ce message est systématiquement personnalisé. Ça n'est pas du tout un template que j'envoie. Je reviens sur des choses que la personne m'a dites. Pour moi, c'est très important parce que tout automatiser, c'est déshumanisé pour moi. C'est vraiment être dans une approche robotique de la vie, de la démarche, de la structure. Et ça, j'ai vraiment besoin de changer ça. Et j'essaye même de me forcer, même quand je suis dans des rituels confortables, en tournage et tout ça, de me forcer à faire un réglage un peu différent, je sais pas, aborder mon client d'une façon différente. Tiens, là, je vais laisser le rec pour voir ce qui va se passer. Voilà. Pour moi, c'est surcoté de tout automatiser, tout préparer, tout tac, 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 tout se fait comme ça. Moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas chez moi. Ça ne fonctionne pas chez moi. Quand ça concerne l'humain, ça a du sens effectivement de faire chercher à tout automatiser. Exactement. Je suis d'accord. Voilà. Je parle jamais en appel prospection, je parle jamais au client de la même façon. Je prends sa température dans son halo, dans les premiers trucs qu'il dit. Je vois si je peux caler une vanne, mettre un sourire ou au contraire non, s'il faut que ce soit quelque chose de très formel. S'il y a aussi beaucoup d'intuition dans tout ça, il faut cultiver ça. Je crois que c'est très important. Ouais, et puis c'est difficile d'être un caméléon là dans ces cas. Et il faut se forcer. C'est ça aussi. C'est du nectar de jeunesse pour ton cerveau. C'est tu t'adaptes, tu vois la situation. C'est ce qui fait que je pense que tu vieillis moins vite aussi. Ouais, mais ça je sais pas. Mais... moi je le pense. Non, mais il y a un vrai côté où à chaque fois c'est franchement, on fait des ateliers toutes les 2 semaines en ligne. Une des questions qu'on a à chaque fois c'est mais je dis quoi dans l'appel? C'est quoi le mail qui convertit? Et en fait, c'est comme s'il y avait une formule de mail, il y avait 4 mots à dire, en fait, c'est les mots secrets, c'est les mots qui activent un truc dans ton cerveau comme si c'était tout zéro. Bah non, on oublie trop souvent que le business des gens qui achètent et des gens qui vendent, c'est avant tout 2 humains qui font affaire, c'est ce que tu dis. Ouais, mais c'est avant tout genre, tu peux m'aider, on a une relation, on a quelque chose, vas-y, viens, on fait affaire ensemble. Et tu vois, même dans nos collègues, disons, infopreneurs, parce que c'est un peu ça, de ce monde des formations, ils oublient trop souvent qu'un lead, c'est un humain derrière. Quand tu dis tu fais 900 leads par mois, c'est 900 humains par mois. Eux, ils sont trop en mode c'est quoi ton coût par appel, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Mais en fait, tu vois, c'est intéressant d'avoir ces données, bien entendu, de prendre des actions par rapport à ces données. Mais pour moi, il faut jamais oublier que quand tu as un appel avec quelqu'un, c'est un humain, il faut vraiment s'intéresser à lui comme un autre être humain qui est ton égal.
Quel que soit. J'appelle un prospect hyper important, directrice de la communication. Sa secrétaire me dit je ne peux pas vous la passer pour la simple et bonne raison qu'elle est aphone. Tu vois, elle peut pas parler aujourd'hui, faut la rappeler une autre fois. J'envoie un mail pour confirmer que j'ai appelé, que je voulais lui parler de ça comme prévu. Et l'objet de mon mail, c'est avez-vous retrouvé votre voix? Tu vois, en fait, mais qu'est-ce que ça fait? Tu déclenches un micro-sourire, tu sais. C'est déjà ça. En fait. Ouais, bien sûr. Et tu vois, on en parlait il y a 15 jours. Quand on discutait hier du coup de faire la comparaison un petit peu de ton lien, ouais je suis moins subtil. Moi j'étais vraiment en train de chercher un truc il y a 15 jours. Trop subtil du coup. Il y a 16 jours du coup parce que c'était la veille. On va en parler hier soir de comparer un petit peu la relation que tu as avec ton client à une histoire d'amour. Ah mais oui. Et quand tu veux poser ta date, c'est comme si tu allais voir quelqu'un et tu dis je peux t'embrasser. Tu vois, bon non, ça marche pas comme ça. Mais c'est ça, il y a de l'affect dans tout en fait. Et prendre cette dimension en compte, c'est comprendre 80% des êtres humains en fait. Hein, ou 90 même, parce qu'il y a 10% de psychopathes, tu vois. Donc, donc en fait, c'est. Mais en fait, le truc que je dis régulièrement quand on me dit c'est quoi l'argument qui? Et je dis en fait, tu devrais pas te préoccuper de quel argument, tu devrais te préoccuper de c'est quoi la bonne question. Et qui est derrière ça. C'est vraiment ça en fait, c'est que convaincre quelqu'un, c'est pas un argument qui va convaincre quelqu'un, c'est des questions. Et elle ne cherche pas à argumenter, elle cherche à questionner plutôt. Et c'est vrai que c'est très précis, pour questionner, il faut écouter les gens. Il n'y a pas de script. C'est marrant parce que c'était surcoté, j'avais les scripts de vente. C'est un peu similaire. Ouais. Vas-y, on enchaîne vite. S'il y en a mais en fait. Mais oui, il est déjà là. Et s'il y en a que tu veux vraiment faire, vas-y, moi, j'ai fait les plus importants pour moi, ils sont passés. Non, mais vas-y, moi j'avais. Il y a une lumière qui s'est il n'y a plus de batterie sur la Nanlite. Et Guillaume, juste en une phrase, parce que c'était trop important, mon dernier surcoté, c'était la motivation à tout prix. C'est ok d'être down, et c'est ok de pas être motivé, et c'est surtout, écoutez-vous quand vous êtes pas... c'est un sous-côté chez moi. Écoutez-vous quand vous êtes pas motivé. Si un jour vous y arrivez pas, et que vous vous dites, moi aujourd'hui, j'arrive à boire un verre d'eau, à peine à faire mon lit, et j'ai envie de mater une série, matez une série, parce qu'en fait, tout n'est que cycle, et que phase, et que saison en vous. Même l'univers, il fonctionne par cycle et par saison, donc vous aussi. Donc acceptez ça, et juste posez-vous, et ça va revenir, t'inquiète. Non, c'est clair. Ça y est, t'as raison. C'est marrant parce que moi j'ai mis motivation sous-côté. J'ai mis l'inverse. Non, parce qu'en vrai, je parlais pas de la motivation dans ton sens. C'est vrai que quand tu ressens ça, il faut arrêter. Tu vois, enfin, tu peux pas. De toute façon, tu pourras lutter tant que tu veux. Tu n'arriveras pas vraiment à vraiment travailler. Tu vas être nul. Voilà. Mais quand je dis que c'est sous-côté, c'est que souvent mes motivations et disciplines, on est un peu dans un concept comme liberté et contrainte. En fait, les deux sont les faces d'une même pièce. La motivation va précéder ce qu'on va appeler la discipline. Si tu veux que ta discipline elle soit facile, il faut que ta motivation soit facile. Et quand tu dis c'est quoi ta motivation, c'est que des choix de ta vie, ce que tu manges, le sport que tu fais, à quel point tu es reposé. Ce que tu dis n'arrive jamais si tu as passé une bonne nuit, t'as mangé normalement. Si t'es une femme, si. Ça peut arriver, mais on a des cycles très forts, c'est un truc qui font que des fois ça change vraiment malgré toi. C'est hormonal. En fait, c'est un truc qui est prédictible. Toi, dans le sens où c'est jamais quand t'es dans une forme parfaite de vie que tu vas d'un coup te lever et dire je suis pas motivé. Donc en fait la motivation tu dois en faire un truc vraiment un truc où tu veux optimiser à fond pour ta motivation. Te lever tôt, te coucher à une heure normale, manger normalement, faire du sport. Et pourquoi tu veux faire tout ça? C'est pour être motivé tous les jours. Et tu vas voir que quand t'es motivé, ta discipline elle suit facilement en fait. Pour ça je disais que c'était sous-côté, souvent les gens ils sont là genre ouais quand même quand t'es pas motivé tu te disciplines. Bah non. Moi c'était ça mon truc. Non t'es pas d'accord? Si. Ouais, après, quand t'es une femme, effectivement, t'as des cycles où, en tout cas, certaines sont plus sensibles que d'autres. T'as beau avoir bien dormi, bien mangé, être entouré par des gens ultra bienveillants, il y a des choses dont tu es victime qui se passent à l'intérieur de toi, tu sais. Et c'est juste accepter ça. C'est juste pas faut pas lutter. Faut pas lutter, ça va passer, t'inquiète pas, ça va revenir, en fait. Juste, moi, quand j'ai ou quand ça m'arrive d'être dans ces états-là, j'ai l'impression que ma vie va être ça. Ça va être comme ça tout le temps et je vais pas me sortir de cet état. Mais ça va revenir. Et entoure-toi de personnes qui vont te dire ça surtout. Pas des ce qui est intéressant, c'est de s'écouter effectivement et de réaliser que ce moment il arrive, de pas résister, pour ne pas perdre de temps en fait aussi. Et te dire en fait t'as pas envie, tu vois. Tu fais une pause et d'être en mesure d'anticiper la prochaine fois pour encore gagner du temps dans ce moment de latence. Et réussir à avoir des hauts peut-être un peu moins hauts et des bas un peu moins bas et derrière ça s'équilibre tu vois. Mais je pense que ça nous arrive souvent dans les feedbacks de la semaine d'avoir des gens qui ont des coups de pompe
j'avais pas l'énergie pour bosser toute la semaine, j'ai lutté, et puis je suis tombé malade, quoi, tu vois. Donc en fait, t'es pas bien, ou qui bosse culpabilise aussi, tu Ouais, vois. exactement. c'est terrible. En fait, bosse pas, tu vois, fais ce que tu veux t'enfiler un gros pot de Nutella, c'est exceptionnel, vas-y, tu vois, tu veux regarder que du Netflix, en fait, vas-y. Ce qui est important, c'est que ça n'arrive pas en fait une semaine sur 4. Exactement. Si ça arrive 1 jour, 2 jours par trimestre, c'est ok, tu vois, enfin voilà. Et puis si t'es en plus de ça en mesure, parce que t'as pris le recul, tu t'es écouté, tu comprends, tu te ressens, de l'anticiper, et donc t'as encore une fois ce côté latence qui n'existe plus ou moins, c'est parfait, tu vois. Ah, c'est On n'est pas des robots, tu vois, et en fait, c'est totalement ok. Vas-y, si tu as une phrase, t'en avais que tu voulais dire. Mais non, c'était en gros, moi j'ai fait le tour parce qu'il y avait pas mal de doublons. Ouais. Je peux regarder. J'en avais un, mais je pense qu'on pourra en reparler, mais c'est plus sur l'expérience client. Moi, c'est un truc que j'avais beaucoup vu. Je l'ai pas vu chez les vidéopreneurs, mais je l'ai beaucoup vu dans mon ancienne vie. C'est avoir un client qui se plaint d'un truc qui va pas, un problème. Et en fait, on lui répond: ah oui, c'est vrai, on sait, ça arrive souvent. Et ouais, mais en fait, mais dans un process, dans une grosse machine, de dire ça à son client, alors qu'en fait, tu as juste une opportunité de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe et de pouvoir donc corriger le truc pour que ça n'arrive plus demain. Ouais. Le rouage est tellement important parce qu'en fait, toi, tu t'en rends pas compte, tu dis peut-être que c'est pas en fait un problème, t'écoutes pas ton client, donc on en revient sur ce que tu disais sur l'écoute active, ça c'est Ah, c'est vrai ça. un truc terrible, c'est juste oui, c'est pas important, ça arrive souvent. Et c'est enfin, dans n'importe quel service, vous allez au resto, vous avez oublié la cruche, ah oui, pardon, ça arrive on tout le oublie temps. souvent. Enfin, je sais pas, en fait, non. C'est vrai que ça fait le même effet, ça fait l'effet genre, mais alors, c'est un truc Et voilà. Donc je pense que c'est toujours important d'avoir la chance, quand on a la chance d'avoir un client qui nous donne un feedback, de vraiment l'écouter à fond et se dire ok, en fait si ça je l'ai pas corrigé, il y a un problème. Et si on me le dit 2 fois, c'est encore plus grave. Ouais, tu vois. Le je comprends, penser authentique et sincère, hein, il est hyper important, quoi. De se mettre à la place de son client, tu vois. De se dire quel genre de vidéo moi j'aimerais trop avoir si je faisais ce métier. Et quel genre de vidéaste je voudrais derrière la caméra pour m'accompagner. Et quand vous avez senti ça, mais je pense que vous avez répondu à tellement de questions, quoi. Clair. C'est clair. C'était cool. Ah, c'était trop cool. Merci, merci Marie, merci Thomas. Avec plaisir, merci à vous les gars. Merci Antoine. C'était très chouette. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien, soyez heureux, faites des clients heureux. C'est ce que j'allais dire, faites des clients heureux. Comme oui, j'adore. Et puis réservez un appel si vous souhaitez aller un peu plus loin avec nous. C'est le premier lien qui se trouve en description. Allez, bonne journée. Ciao, kiss, bisous. Love. kiss. Kisses, XO.